Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LDNS. Les news de la semaine, c'est le format news de la nuit des sorties. Disney, Netflix, Warner, Paramount, Universal. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis accompagné de Al. Bonsoir Al. Bonsoir, c'est pas du tout professionnel, je suis en train de finir mon yaourt. On commence bien. Commence très bien. Ça va, Ista? Oui, ça va. Et toi, le yaourt est bon? Alors ouais, c'est un panier Dioplay, parce que j'aime bien les paniers Dioplay à la mûre. Okay. Mais les mieux, c'est à la fraise, là, je sais pas pourquoi, à chaque fois ils mettent la fraise et c'est très bon. Donc voilà, je fais un podcast à côté sur les yaourts. Sur les yaourts. Si vous voulez. Différents types de yaourts, voilà, il y a tout, toutes les marques, tout est testé. Bon voilà, je suis chaud, je suis content de parler de news avec toi cette semaine. On a un petit moins chargé que la dernière fois, mais parce que la dernière fois on revenait. Et donc, voilà. Il y avait beaucoup à rattraper, là on a moins, mais on a quand même pas mal à parler. C'est ça, ouais, on va commencer, ouais. On va commencer fort avec les awards, mais on a pas mal de petites news, de petites infos par la suite. Surtout Warner, là, il nous saoule. C'est vrai, oui. C'est la fameuse saison des awards qui a commencé, avec. C'est ça. On a déjà eu les Golden Globes et les Critics' Choice Awards, et voilà, il y a d'autres choses qui arrivent. On va commencer par les Oscars, Alain. Bah ouais, la plus grosse cérémonie de récompense dans le monde, voilà, la plus vue, la plus soi-disant prestigieuse, enfin peut-être pas prestigieuse, mais en tout cas la plus suivie. Il y a eu 2-3 petites surprises, mais on va rappeler un peu le palmarès. Donc 13 nominations pour Oppenheimer, donc le grand favori, suivi de Poor Things avec 11 nominations. Donc n'hésitez pas à suivre d'ailleurs notre dernier épisode sur Poor Things. T'as vu comment je l'ai calé celle-là? Incroyable. Killers of the Flower Moon avec 10 nominations de Martin Scorsese. Barbie 8 nominations, moins que ce que certains avaient prédit. Maestro 7 nominations, puis ensuite Anatomie d'une chute, Zone of Interest, American Fiction, Holdovers avec 5 nominations. Bon, je vais pas tous les citer, mais c'est à peu près les plus gros. On est content pour Anatomie d'une chute quand même, 5 nominations, mais on est heureux, ça. Ah oui, on est content. Le truc, c'est qu'il aurait pu en choper une 6e, mais bon, comme la France a fait n'importe quoi, voilà, c'est assez fou. Hein. Même Variety a fait un article pour parler de ça, voilà, qu'ils sont complètement. Mais t'as vu, il y a un des mecs de la sélection, qui sélectionne le film, qui a dit qu'ils avaient merdé, quoi, qu'ils avaient tout choisi le bon film. Et on en parlera après avec les Césars, parce que ça n'a encore plus aucun sens, du coup. Ouais. Mais voilà, donc Oppenheimer favori, on s'y attendait quand même, Ista, je pense. Oui, on se doute que Oppenheimer est très bien vu, voilà, et que Nolan a ses chances d'avoir enfin l'Oscar du meilleur réalisateur, quoi. Soit il aura meilleur film, soit il aura meilleur réel, mais il aura une statuette à la fin. Pour moi, c'est sûr. C'est sûr, ouais. Pour Things aussi, gros favori, gros concurrent à Oppenheimer, 11 nominations. Ouais. Ça va se jouer surtout entre les deux, je pense. Même sur les Oscars un peu techniques, les décors et tout, ça va se jouer entre ces deux-là. Killers of the Flower Moon, je le vois moins remporter de trucs, parce que depuis le début de façon de la saison, ils ont pas trop remporté en vrai, à part les quelques trucs, mais les Gladstone surtout. Et Barbie, 8 nominations. Et il y a eu quelques absents du cast qui n'ont pas été nommés, donc parce que Greta Gerwig et Margot Robbie sont nommés parce qu'ils sont dans la catégorie meilleur film, donc ils sont nommés en tant que producteurs. Mais on s'attendait à les voir nommés en tant que meilleur réal pour Greta Gerwig et meilleure actrice principale pour Margot Robbie. Ouais, ils y sont pas, et c'est vrai que c'est un peu étonnant, et mon meilleur réalisateur, d'ailleurs, il y a qu'une femme, donc, qui est Justine Triet, pour Anatomie d'une chute, et bon. Ouais! Voilà, c'est la nôtre, donc on est content quand même, voilà. Mais à noter qu'ils ont quand même nommé America Ferrara en second rôle, ça c'était une surprise, par contre. Après, moi, je sais que ça va saouler les gens, mais en vrai, moi, je trouve que les deux méritent pas d'être nommés. Mais c'est quand même bizarre qu'ils ont pas été nommés, sachant que dans toutes les cérémonies, à chaque fois, ils ont été nommés de base. Barbie, je trouve pas que c'est un film de fou. Voilà, je trouve pas que ça mérite des nominations. Mais moi non plus. C'est vrai que c'est chelou
de te dire que le film, tout le monde avait pressenti qu'il serait nommé et tout, donc bon voilà. Voilà. Après, dans le même cas, par contre, t'as Emma Stone, par contre, elle qui est nommée aussi en tant que productrice, parce qu'elle est productrice sur Poor Things. Elle est productrice aussi pour Poor Things, ok. Ah oui, oui. Donc, oui. je savais pas. Mais du coup, on a quelques personnes absents aussi. Il y en avait Greta Lee, qui pour n'a Past pas été Lives, nommée en meilleure actrice. Bon, après, il y a que 5 places, mais voilà. Ça aussi, on hein, pouvait la s'y sélection. attendre. Et les gens ont dit Charles Melton aussi pour May December. Elle a pas été nommée dans meilleur. Oui, parce qu'il avait été nommé, au Golden Globes, il me semble. C'est ça. Donc, ouais. Donc on a eu quelques absents, quelques trucs. J'ai pas encore vu May December, donc je peux pas trop me prononcer. Mais en vrai, ça va. Je veux dire, le gros truc qui a choqué les gens, c'était Margot Robbie et Greta Gerwig. Mais à part ça, tout le reste, bon, ça se voyait quoi. Ici, il y a eu la musique de Spider-Verse qui n'a pas été nommée aussi, qui a beaucoup fait parler aussi. Hein. Parce que c'est vrai que la BO, elle est super. Hein. Moi, je l'ai pas mal écouté. La BO de Cross Spider-Verse, elle est vraiment chouette. Et là, je viens de me rappeler, on a eu une surprise aussi. Mais c'est pas une surprise dans le sens négatif, mais Robot Dreams, du coup, un film franco-espagnol, a été nommé dans meilleur film d'animation à la surprise générale, alors que il avait pas été nommé dans les autres catégories pour les autres awards du tout quoi. Et là, voilà, la France, un film franco-espagnol est représenté, donc c'est cool. Ouais, c'est fou. Par contre, la surprise aussi il y a une surprise inverse, c'est que Mario n'est pas présent dans meilleur film d'animation, alors que l'année dernière, on pensait tous qu'il allait y être, quoi. C'est vrai, mais t'as pas remarqué que genre tout le monde s'en fout. Je Oui. sais pas si tu vois, Oui, on s'en fout. Personne n'en parle. Alors que nous, on l'avait pas aimé, hein, on l'a mis dans notre flop. Hein. Mais pour le coup, ça veut dire que peut-être, voilà, dans les esprits des gens, le film il est un peu parti, quoi. Ouais. Mais je De toute pense. façon, c'est Miyazaki qui l'aura, de toute façon. Donc, on est sûr pour lui, c'est. Ouais. il viendra jamais le récupérer en personne, mais Non, je pense pas non plus. je pense qu'il s'en fout, mais voilà, quoi. Ensuite, la deuxième cérémonie, on a des infos Insta. Oui, donc il y a la cérémonie, donc cette fois c'est on va dire les Oscars anglais, donc c'est les BAFTA. Et voilà, donc c'est en Angleterre. Anatomie d'une chute a eu 7 nominations. Oui. En tête, il y a Oppenheimer, qui a eu 13 nominations, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Christopher Nolan, mais aussi du meilleur acteur pour Cillian Murphy. Et juste derrière, en fait comme les Oscars, juste derrière, c'est Poor Things, de Yorgos Lanthimos, qui a 11 nominations, dont celle de la meilleure actrice pour Emma Stone. Ensuite, on a Killers of the Flower Moon, qui a 9 nominations, et aussi Zone of Interest, qui en a pas mal aussi, donc il y en a aussi 9. Et du côté du cinéma britannique, on a Saltburn, donc d'Emerald Fennell, dont on avait parlé dans le podcast, qui est nommé 5 fois, avec des nominations pour ses acteurs comme Barry Keoghan, Jacob Elordi et Rosamund Pike. Ouais, là pour les BAFTA, ils séparent le cinéma britannique des fois des autres cinémas, donc c'est pour ça qu'on a un meilleur film britannique et un meilleur film tout court. Et Saltburn dans les films britanniques, c'est ceux qui reviennent le plus. Donc on verra, vu qu'il est pas du tout nommé pour les Oscars pour le coup. Ouais. Saltburn, peut-être qu'il remportera 2-3 trucs, peut-être pour les acteurs. Il mériterait, moi je trouve, au moins pour la. Même il est beau quoi, le film, il est quand même claque. Ouais, la photo quoi. Ouais, pour la photo, il mériterait bien un truc. Hein. Ouais, moi aussi, je trouve que la photo elle est très belle. Voilà. Après. Qu'on aime ou qu'on aime pas le film, je sais que le film fait débat, mais au moins ça, je pense qu'on est tous d'accord quoi. Ouais, je pense qu'il y a moyen que des acteurs ou des actrices remportent, je pense même. Oui aussi, oui. Barry Keoghan, il est quand même excellent dans le film. Après, comme pour le reste, Oppenheimer, il y a le pauvre créature, voilà, c'est dans la lignée de ce qu'on a vu. Encore une fois, Anatomie d'une chute, et 7 nominations quand même, donc il écrase pas mal de... il est pas mal, assez présent. Il est bien placé. Hein, ouais. Putain, t'imagines, ton pays, il envoie pas le meilleur film de cette année aux Oscars dans la catégorie meilleur film. Non, mais n'importe quoi. Ça serait fou. non, il aurait complètement gagné. Après, non, mais toi, tu l'as vu, mais Zone of Interest, il est pas mal placé, je trouve. Hein, il est pas mal, ouais. Ouais, il a eu 5 aux Oscars, donc ici, il en a 7. Et c'est un film allemand, donc c'est assez fou. Enfin, le cinéma international est reconnu. Enfin, on a encore du chemin, mais voilà quoi. C'est un peu depuis Parasite, je dirais que ça commence un peu à bouger quoi. Ouais, peut-être. Ça mériterait une étude approfondie. Oui. Surtout j'ai cette impression. Système. Voilà, mais oui. Et ensuite, on a la cérémonie donc française, donc les Césars. Donc c'est ça. Vas-y, dis-nous. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on a le César d'honneur, parce que chaque année, on a le César d'honneur. L'année dernière, c'était David Fincher qui était récompensé. Et cette année, c'est Christopher Nolan, donc César d'honneur pour la 49e cérémonie. Un peu bizarre,
parce que il est pas si vieux que ça, donc Christopher Nolan. Mais Après, ouais. il va avoir l'âge de Fincher, hein, je pense. Ils ont commencé à peu près dans la même période, hein, je dirais. Ah, il a commencé 10 ans avant, quand même, Fincher, hein. Il a commencé Attends. début 90, il a fait Alien 3, Ah oui, c'est Alien vrai. 3, c'était avant, puis après il a fait The Game, Seven, tout ça dans les années 90, donc il est un peu plus vieux. Et il a un peu plus marqué rapidement aussi, je pense, le cinéma Fincher que Nolan, où ça est venu un peu plus tard. Mais ouais, bon après moi j'aime bien Nolan, on est des Nolan Zoos, on le dit, donc donc ouais, ça va faire bizarre de le voir, c'est ainsi vient. Mais au niveau du palmarès, du coup, on a 12 nominations du coup pour Le Règne animal, le film de science-fiction français, donc un film de science-fiction, plus de nominations au César. Ouais. La folie. Je pensais que ça allait être Anatomie d'une chute qui allait être le plus nommé, mais ouais, ça m'a surpris. Anatomie d'une chute, juste après, avec 11 nominations. Suivi lui-même par Je verrai toujours vos visages avec 9 nominations, Le procès Goldman 8 nominations et Chien de la casse avec 7 nominations. Donc ouais, moi c'est que des films que j'aime bien. Il y en a que j'aime plus, il y en a que j'aime moins, mais c'est que des films que je trouve bons pour la plupart. Donc ouais, moi je suis plutôt content du palmarès, mais s'il y a des trucs un peu chelous dans ce palmarès, puisque je crois dans meilleure actrice secondaire, il y a 4 actrices sur 5 qui sont du même film, donc Je verrai toujours le visage, et t'es en mode ouais, là, c'est un peu chelou les gars, vous avez vu 10 films dans l'année, mais bon faudrait peut-être c'est un peu fou quoi. Donc voilà. On n'oublie pas aussi Vermine qui a été nommé dans meilleur effet visuel, alors que ça paraissait assez fou qu'aussi. Mais en fait le cinéma de genre Il n'y a pas que ça, il est même nommé dans meilleur premier film. Hein, le meilleur premier film aussi, oui. J'avais oublié. Mais ouais, donc ça c'est fou, hein, le cinéma de genre français là. J'aime pas du tout dire ça, mais voilà. Et Mars Express aussi qui a été nommé dans meilleur film d'animation, donc peut-être qu'il remportera quelque chose. Ouais, mais je pense que Linda Vue du Poulet va gagner. Je pense aussi, mais on sait jamais. Après c'est 2 bons films, donc moi ça me dérange pas. Ouais, et je voulais dire que oui, ils ont invité Nolan et il y a quand même Oppenheimer qui est nommé dans meilleur film étranger, il me semble. Oui, bah après ça, la catégorie meilleur film étranger, ils mettent les plus gros films à peu près, il y en a 5, voilà, ils les balancent comme ça, mais bon, c'est pas... Mais après, ça se trouve, oui, du coup, il pourra chercher deux Césars, bah ouais. du coup. Oui, en fait, ouais. Donc pourquoi pas. Et c'est marrant, il y a un film qui est pas nommé. Enfin, pas du tout. Mais c'est fou, hein. Mais il y a un film qui est pas nommé, qui s'appelle La Passion de Dodin Bouffon, et il est nommé pour un truc, je crois, ou 2. Je sais plus c'est quoi, mais il n'est pas nommé dans les gros... Ah si, c'est vrai qu'il est meilleure photo. Il est dans meilleure photo, voilà. Vraiment il le mérite. Mais il est pas du tout dans les meilleurs films. Donc c'est complètement fou. Alors qu'il était envoyé aux Oscars. Et moi je trouve que c'est un film super, hein, mais bon, c'est assez cocasse, quoi. Non mais ça c'est comme... Ouais, bah oui, ils ont envoyé ça aux Oscars, et au final, eux, ils le mettent même pas dans leur propre cérémonie. Bah c'est ça qui est bizarre, quoi. Je dis, mais les gars, vous... Enfin bref. On en a déjà parlé, ça nous énerve encore en fait. Bah ouais, ça devient n'importe quoi, ça devient ridicule quoi. Enfin bref, moi j'ai hâte de cette saison des awards. Bon, on sait que moi j'aime bien un titre de divertissement, je prends pas ça au sérieux du tout, mais j'aime bien suivre les cérémonies, ça me fait rire, ça me divertit. Après le problème c'est que voilà, ça suit généralement dans la nuit. Par contre, si vous voulez en suivre une, les BAFTA et les Césars, c'est en soirée, donc à 20h, donc vers 20h, il me semble. Donc ça, vous pouvez le regarder en soirée. Mais avant de quitter le cinéma français, on a une autre info sur un film qui arrive dans 5 mois, alors qu'on l'attendait pour dans 1 an. Oui, donc c'est le film Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, qui devait sortir en décembre et qui a été avancé au 28 juin. Étonnant, non ? Ouais, pour aucune raison, je ne sais pas. Il n'y a pas de raison annoncée, en tout cas j'ai pas vu. Ouais, mais bon, apparemment le film est fini, ils sont chauds pour le sortir tôt. Mais ouais, je sais pas. Très bizarre de la part de Pathé d'avoir avancé le film autant en plus, parce que je crois qu'il était prévu pour la fin des... Ouais, décembre, je crois qu'il était prévu pour décembre. Ouais. Donc ouais, à voir. Moi je suis pas du tout hypé vu les dernières adaptations de Dumas qu'ils ont fait, mais... Oui, parce que là c'est ouais, là c'est aussi un film produit par Pathé, donc c'est aussi un film à gros budget, c'est ça, hein, comme c'est ça, oui, c'est ça, c'est le Dumas Cinematic Universe là. Ouais, en plus c'est ceux qu'on écrit. Ça fait DCU, je veux dire. C'est celui qui réalise, c'est celui qui a écrit du coup les films, il me semble, des Trois Mousquetaires, donc ça va être dans la digne lignée, je pense. Bon après on attendra le trailer, hein, mais je pense que ça va être comme ça. Faut voir, parce que je crois que c'est un peu moins action normalement le Comte de Monte Cristo. Donc, oui, mais je vais dire dans l'esthétique et tout. Oui. Peut-être même dans le jeu. Je pense que ça va être la même chose. Hein. On a
première affiche, je crois. Enfin, en tout cas, on a une image et ouais, ça ressemble un peu. Ouais. On va aller du côté des plateformes de streaming, on va aller du côté de Netflix, parce que Netflix, ils ont fait fort là encore une fois là, parce que ils ont augmenté leur nombre d'abonnés encore, ouais, parce qu'ils s'arrêtent plus là. Alors qu'il y a un an, ils étaient en mode, à chaque fois que tu crois qu'ils vont perdre des abos, et bah non, ils en regagnent. Donc ils sont à plus de 260 millions d'abonnés, ils ont augmenté de 13 millions sur le dernier trimestre. Donc Netflix se porte encore bien, malheureusement pour nous. Non, parce que je disais les autres plateformes elles galèrent quoi. Les Disney+, tout ça, eux, elles ont plutôt perdu des abonnés, il me semble. Enfin, en tout cas, où elles stagnent. Mais Netflix, ça monte, ça s'arrête jamais quoi. C'est vrai que Disney+, on avait vu que le début d'année, il était très compliqué. Ouais. Même si je crois qu'ils sont un peu revenus, mais bon, de toute façon, eux, ils sont à perte, Disney+. Mais après ouais, les autres plateformes, t'as pas l'impression là Max de toute façon c'est un début catastrophique, mais voilà, t'as pas l'impression que ça marche quoi. Mais il y a eu du changement aussi au niveau des producteurs aussi de Netflix Star. Oui, il y a Scott Stuber, donc qui est donc on dit le chairman, c'est le président de Netflix Film, qui s'est barré, qui a quitté la Netflix pour créer sa propre compagnie, sa propre entreprise. Donc voilà, donc le mec qui a été cherché. Alors ça avait commencé avec Will Smith, qu'il avait été cherché pour faire, et David Ayer pour faire Bright, le film avec des policiers elfes qui était nul. mais oui. Voilà, et puis ouais, c'est lui qui a été chercher Zack Snyder, tout ça. En fait, c'était celui qui faisait les blockbusters de Netflix, en fait. C'est ça. Gros, quoi. Les grosses films d'action. Bon, après, de toute façon, en fait, le truc, c'est que, vu que les producteurs sur Netflix, on a l'impression qu'ils font rien, puisque, qu'ils font juste chercher des gens. Je pense que la suite de Netflix va pas du tout être changée, quoi. Et de toute façon, personne n'en parle comme un truc dramatique ou pas, ou de changement de stratégie, parce que je pense que, voilà, ils vont pas du tout changer leur manière de produire. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire comme entreprise? C'est ça, le truc. S'il fait un concurrent à Netflix après. Ça, on sait pas encore. Non, c'est pas du tout. Non, mais ouais, je sais pas, ouais. Je pense pas que ça changera grand chose, effectivement. Les blockbusters, on en aura toujours, Il y en a qui vont arriver cette année. J'avoue que je sais pas trop qu'est-ce qui arrive comme blockbuster. Si, il y a un truc avec John Johnson et un film de Noël, je crois. De toute façon, ça va arriver, il y en a d'autres qui vont arriver. On a des infos sur un contrat qui a été allongé. C'est celui de David Fincher, qui a étendu son contrat encore 3 ans. Il devrait normalement terminer en 2027 son contrat avec Netflix, donc pour faire des productions. Donc sur l'échelle de 1 à 10, Sista, t'as envie de te tailler les veines à combien? À 10. J'ai mis, je crois que j'avais mis The Killer dans les flops, non? Je crois que je l'avais mis. Oui. Ouais, moi David Fincher sur Netflix, je suis pas convaincu. Et puis ça fait chier de pas le voir au cinéma, quoi, aussi, Fincher. Donc bon, ça casse les couilles un peu. Bah ouais, surtout que ces dernières productions Netflix, ils sont beaucoup moins convaincantes. En plus, Mindhunter, ça a été annulé parce que apparemment c'était pas assez attractif ou je sais pas quoi. Netflix, ils ont dit qu'ils voulaient quelque chose de plus pop et tout pour faire la saison 3. Enfin bref. Ce qui est pas du tout David Fincher, je pense, de non. faire la fête, la fiesta. Donc bon, c'est assez déceptif. Mais on verra ce qu'il va encore nous préparer, mais j'espère qu'il va se relever un peu parce que là c'est un peu compliqué. Ouais, c'est compliqué, on regardera les films qui vont sortir, mais bon, moi je suis pas convaincu et je suis pas très... je suis un peu circonspect, quoi. J'aurais préféré qu'ils les tentent pas et que, voilà, on me dise, je sais pas, qu'ils fassent un film pour, je sais pas, Warner ou je sais qui, mais un truc qui sort au cinéma, parce que Netflix, ils sortent pas le film au cinéma, à part en vraiment limité, quoi. Okay, bon. Ensuite, on va pas se parler d'une série Netflix qui avait fait beaucoup parler, je sais plus c'était quand, je crois que c'était en 2021, c'est Squid Games. Qui a été un phénomène quand c'est sorti, un énorme phénomène. Je me rappelle des gamins qui dessinaient les triangles et tout dans les trousses à l'école et tout. Enfin, il y avait tout un délire. Et donc la saison 2, donc qui est attendue depuis un moment, elle va sortir cette année. Ouais, je pense qu'ils vont sortir dans le dernier quart de l'année 2025. Ça va être leur grosse sortie, je pense, de l'année. Même s'ils ont d'autres trucs, là ils ont le problème à 3 corps cette année, Avatar. Ils ont pas mal d'autres séries et événements là, peut-être mercredi, je pense, je sais pas si ça sera cette année aussi. Je pense pas mercredi, Ouais, peut-être l'année d'après, je sais pas, mais en tout cas là ça va être leur série et événements, le retour de Squid Game. Moi j'avais beaucoup aimé la saison 1, mais je pense que j'ai peur que elle suffise à elle-même un peu, ouais. Voilà, donc je sais pas si le mec va réussir à se renouveler et à nous proposer quelque chose de nouveau, mais écoute,
Je lui laisse le bénéfice du doute. C'est ce qu'on se dit depuis que l'annonce de la saison 2 a été annoncée. Et puis même la fin de la saison 1 qui te fait un cliffhanger en mode il va y avoir une saison 2, quoi. T'es en mode mais qu'est-ce que vous allez nous raconter? Et bon, ouais, je suis sceptique aussi, mais bon, on verra les trailers, tout ça, quand la communication va commencer. Et on lui laissera comme tu dis, on lui laissera le bénéfice du doute, quoi. Du côté d'Amazon Prime, on a la date de sortie d'Invincible, la partie 2 de la saison 2. Parce on en avait parlé de la saison 1, on l'avait couverte. Mais on attendait la saison 2, bah voilà quoi. Et on apprend qu'elle sort le 14 mars, donc dans 2 mois à peu près. Ouais, bon, ça fait chier de refaire plus ça à Amazon Prime de couper des Invincibles en 2 parce que c'est insoutenable. Enfin, genre même moi, pas la hype est partie, tu vois, je la regarderai, mais ouais, ça fait un gros espace, tu vois, entre 2 parties de saison. Alors surtout que 4 épisodes 2 fois 4 épisodes, c'est pas assez long, il y a pas grand chose. Il n'y en avait pas beaucoup, ouais. Parce que moi, le truc que je vois, que je peux comparer, c'est Stone Ocean, donc la dernière partie de Jojo, où il y a eu pratiquement un an, je crois, qui a été coupé en 3 parties comme ça. Et il y a eu pratiquement un an entre une partie 2, et après il y a eu 3 ou 4 mois entre la partie 2 et la partie 3. Donc c'était aussi l'enfer, quoi, et pareil, ça a tué la hype et tout, hein. Mais bon, moi il y avait 12 épisodes par partie, quoi. Là il y en a eu 4, j'ai l'impression de ne pas avoir vu grand chose en vrai. Et ouais, c'est vrai que ça tue un peu la hype, quoi. J'espère que ça va quand même réussir à relancer quelque chose, mais c'est pas une bonne idée de faire ça, vraiment. Sortez-la en entier d'un coup, et voilà, quoi. Fallait qu'il parle de Jojo, évidemment. Bah oui. Normal. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté d'A24, East? Alors on a le film de Ari Aster, le prochain film d'Ari Aster, donc Ari Aster qui a réalisé Midsommar, c'était comme le dernier Boys Afraid, et Hérédité. Le premier Hérédité. Donc voilà, c'est un film qui s'appelle Eddington, qui commence sa production le 11 mars à Albuquerque. Et le film c'est une comédie western qui en rumeur il y aurait dans le film Emma Stone, Joaquin Phoenix et Pedro Pascal. Après Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, c'est quasiment sûr parce que je crois que lui-même il en avait parlé. Et je crois même qu'on en avait parlé. Oui, Joaquin Phoenix, il avait dit qu'il retravaillerait avec lui. Ouais, bah du coup, comme prévu, il se détourne du cinéma d'horreur, qu'il avait dit que son prochain ne serait pas un film d'horreur. Et effectivement, c'est une comédie western, donc c'est assez spécial. On va voir ce que ça donne dans d'autres genres, même si dans Boys Afraid, il dévie un peu du genre à certains moments. Ouais. Du genre horrifique, donc voilà, moi Ari Aster j'aime beaucoup et je serai là. Ok, moi j'ai toujours rien vu d'Ari Aster, mais peut-être qu'il faudra que je m'y mette à jour. Mais bon. Voilà. Par contre Pedro Pascal, il est bien occupé cette année. Hein. Bah je sais pas, moi il a pas été annoncé dans le 4 Fantastique officiellement, donc c'est le mec. Non si ouais. Mais là il fait Last of Us, il y a un film Mandalorian qui arrive. Oui là, qui a été annoncé officiellement. Il a du job. Gladiator 2. Gladiator 2 il est terminé, mais il est dedans. Voilà quoi. On va le voir un peu partout, je pense, l'année prochaine. Hein. Là, il a vraiment un sacré compte en manque après cette année. Du côté de Sony, alors on a une adaptation de jeu vidéo et une nouvelle. Until Dawn, le jeu vidéo horrifique, va être adapté par Sony avec David F. Sandberg, donc celui qui avait commencé avec des courts-métrages d'horreur sur YouTube, qui a fait Dans le Noir, le film d'horreur, et qui après a fait Shazam 1 et Shazam 2. Il va réaliser avec Gary Doberman pour écrire le script. J'adore ce nom. Et ça va être un film d'horreur R-rated apparemment, centré sur un casting, mais en fait pour ceux qui se connaissent le jeu, c'est un jeu qui est en motion capture et extrêmement cinématographique déjà, donc bon, moi je trouve qu'il y a aucun intérêt à faire ça, parce que je pense que c'est la fausse bonne idée de vouloir adapter ça. Le jeu est déjà tellement cinématographique que reprendre l'histoire pour en faire un film, ça m'a pas l'air d'être si intéressant, et je pense qu'on aura l'effet de un peu comme Uncharted, mais voire même pire qu'Uncharted en fait finalement, et moi ça je sens le pétard mouillé, moi. À voir s'ils reprennent les mêmes acteurs d'ailleurs, ils pourraient reprendre Rami Malek, Eden Panettiere, tout ça. Ce qui serait marrant, c'est qu'ils fassent
Comme c'est un jeu à choix multiples, qui fasse différentes versions du film, et quand tu vas voir le film, tu sais pas quelle version tu vas voir. Oui, ça serait alors rigolo. on n'aurait pas. Ouais, tu sais que t'as 10 copies différentes et à chaque fois c'est une au hasard qui est lancée. C'est ça. Ouais, bah non, bah justement, ouais, ça va même retirer ce côté-là, ce côté choix même du jeu. Donc, Ah bah oui, complètement. je ouais. pense que c'est la pire idée possible. Mais bon, ça peut rapporter des thunes en plus. Donc. Ça peut rapporter des thunes, et ouais, moi ça peut me faire bouger au ciné parce que j'ai adoré le jeu, donc même si je suis d'accord avec toi, j'aurais peut-être quand même envie de le voir. Voilà. En restant chez Sony, on a appris une petite news, c'est que Sony Pictures ne sera pas présent au CinemaCon cette année. Donc le CinemaCon, c'est quoi? C'est la convention pour les distributeurs, tout ça, les gens en fait qui ont des exploitants de salles, etc., qui sont invités. Et on leur présente un peu tout le programme de l'année, quoi, jusqu'à la prochaine CinemaCon, et Sony n'est pas là, donc c'est étonnant, quoi. Généralement ils sont là chaque année, mais là ils auraient rien à montrer, quoi. C'était l'année dernière, c'était là-bas qu'ils avaient montré le premier trailer de Venom, où on avait entendu qu'il y avait le Rhino, tout ça. Non, pas de Venom, de Kraven, pardon. Où il y avait le Rhino, etc. Bon, voilà, ils ont rien à montrer cette année, quoi. Bah, c'est bien qu'ils s'arrêtent, ouais. Ce serait... Ce serait bien qu'ils arrêtent en tout cas sur le Marvel Sonyverse. Bah, même sur leur adaptation de jeux vidéo, hein. Voilà, une petite ça, zone, j'ai pas envie de le voir. Ça s'arrêtera pas, ça. Non, Désolé. ça s'arrêtera pas. Je suis désolé de te l'annoncer. Alors ensuite, du côté de chez Tom Cruise, on a Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, qui a été renommé Mission Impossible Dead Reckoning un peu partout, et je crois que même sur le DVD et tout ça, ils veulent le renommer Oui, ils vont l'enlever, je pense. Parce que, tu sais, il y a cette mode des parties 1, partie 2, qui s'arrête pas. Pour Fast and Furious, il y a eu ça aussi. Enfin, tu sais, les films découpés en plusieurs parties, là, et je crois que c'était une mauvaise idée, et je pense qu'ils le reconnaissent, et voilà, et là, ils vont partir peut-être dans une autre direction pour le prochain. Et je pense que c'est pas plus mal, franchement. Ouais, ça montre aussi que, en fait, ça a dû aussi, je pense, au box-office assez faible des films de l'année dernière. Qui, ils essaient de s'échapper, je pense, du titre et de lancer autre chose, quoi. C'est pareil pour Fast X. Il paraît que le prochain Fast and Furious, il coûterait moins cher, il serait plus recentré et tout sur un ou deux lieux, etc. Donc c'est un peu les conséquences de tout ce qui s'est passé au niveau du box-office US l'année dernière, qui était décevant pour pas mal de boîtes de production, quoi. Ensuite, on va chez Universal Pictures. Alors là, c'est un gros morceau. En vrai, on s'y attendait un peu. Il y a un nouveau Jurassic World qui arrive. Voilà, le dernier, il a fait le milliard. Hein. Les 3 ont fait le milliard, d'ailleurs. Donc, voilà, un nouveau Jurassic World qui sortirait en plus très vite, puisqu'il sortirait l'année prochaine. Et c'est David Koepp qui a écrit le premier et le deuxième Jurassic Park, qui va écrire ce film-là. Voilà. Mais après, David Koepp, j'ai regardé son CV, et bon, il a aussi écrit d'autres trucs un peu honteux, quoi. Genre Indiana Jones 4. Ouais, voilà. Ouais, bah écoute, ils vont continuer sur leur lancée de films de merde. Enfin voilà, Jurassic World, moi je trouve que c'est une saga pas fou, pour pas dire nulle. Mais bon, écoute, ils ont fait le milliard à chaque fois, donc c'est reparti pour un tour. En plus, là ils l'annoncent vite, et apparemment il va se faire très vite puisqu'il est censé sortir l'année prochaine. Moi Par contre, l'idée, c'est d'avoir un nouveau casting, de relancer ce qu'ils appellent une nouvelle ère, peut-être, sûrement relancer une nouvelle trilogie aussi. Voilà, avec de nouveaux acteurs. Je suis pas sûr que ça va s'appeler Jurassic World. Je pense que ça va s'appeler peut-être Jurassic. Non, mais ça va être dans la saga Jurassic, quoi. Je dis Jurassic World parce que c'est le nom, hein. Mais pour moi, je pense que ça va être la même merde. Bon, voilà, peut-être qu'ils vont pas reprendre Chris Pratt et tout, mais je pense que ça va être la même lancée. De toute façon, il n'y a pas eu un bon film Jurassic Park depuis le premier, donc. Alors, c'est pas avec David Koepp que ça va changer pour moi, mais bon. Après, David Koepp, c'est le scénariste. Après, on te dit c'est Spielberg qui le réalise. Est-ce que tu serais pas curieux? Bah alors, je serais curieux, sauf qu'il va pas le faire. Donc, non, je ne serais pas curieux. Et je pense que ça va être des Yes Man encore qui vont accepter ça. Enfin, moi, cette saga, c'est bon. Enfin, moi, c'est poubelle, hein. Donc, il y a un moment. Donc, merde, comment il s'appelle? J'ai plus le nom. Le réalisateur de Fallen Kingdom, c'est un Yes Man. Bah, je vais te dire la vérité. Même lui, c'est pas un Yes Man, mais son film, il est nul. Je suis désolé, hein. Je l'aime beaucoup, hein, Bayona, mais. Ouais, Bayona, son film, il est quand même nul à chier. Même si oui, il y a des idées de mise en scène, mais moi, je veux pas voir ça je veux pas voir ce genre de film, hein. Alors, faut les mettre au garage, quoi. Donc, tu vois, même si c'est pas Yes Man qui le prend, je suis pas sûr de vouloir le voir. Donc bon. Il y a des dinosaures. Bah ouais. Ouais, ils ont l'air de se faire chier dans la série. D'accord.
Ok. Ensuite, on va parler de Matthew Vaughn. Qu'est-ce qu'il nous dit, Matthew Vaughn? Bah, il nous dit que le prochain film Kick-Ass, donc Kick-Ass 3, il serait en tout cas à la moitié du script de l'avoir écrit. Sauf qu'il a dit une petite info qui est sortie là il y a pas longtemps, qui nous a un peu mindfuck. C'est que ce Kick-Ass, qui est nommé Kick-Ass 3, mais il aura peut-être un autre nom, fait partie d'une trilogie de films dans lequel un a déjà été tourné, le deuxième est en production et est en train d'être tourné, et dont le troisième film de cette trilogie serait Kick-Ass 3. Voilà, les autres films seraient pas des Kick-Ass, hein, les autres films. C'est ça, mais ils seraient dans un univers partagé avec Kick-Ass. Mais c'est pas des films Kick-Ass. C'est ça, c'est trop bizarre. C'est l'info la plus chelou qu'on ait vue. Ouais. Et ça dit aussi que voilà, ça serait dans un méta-univers. Je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est très bizarre les déclarations autour de ce film. Je comprends pas trop. C'est vrai faire un Kick-Ass 3 maintenant, alors que bon, le 2 ça fait longtemps hein, maintenant. Je crois que ça doit être 2014, quelque chose comme ça. Mais c'est pour ça que je dis il est nommé Kick-Ass 3, mais c'est peut-être que il sera pas Kick-Ass avec Aaron Taylor Johnson. Ouais, voilà, peut-être. Ouais. Ce sera dans l'univers de Kick-Ass, mais ce sera peut-être avec des super-héros, mais pas du tout Kick-Ass. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Je suis très curieux hein, parce que c'est bizarre, mais après Matthew Vaughn a tellement de projets qu'on sait pas qu'est-ce qui va arriver là. Donc, il est occupé, ouais. Ouais, il est très très occupé. Ensuite, alors on a eu une news sur le prochain film de Ryan Coogler, donc le réalisateur des Black Panther et qui avait aussi réalisé, je sais plus le nom, mais c'était avec Michael B. Jordan. Il a fait Creed, hein, le premier aussi. Creed, oui. Il y a un autre film avant qu'ils ont fait ensemble. Fruitvale Station. Fruitvale Station, c'est ça. Ouais, Fruitvale Station. Et ben donc ce duo va se reformer, Ryan Coogler et Michael B. Jordan, pour faire un nouveau film. Ce sera un film de vampire. Voilà, étonnant. Et alors là, pour l'instant, personne n'a encore acheté les droits. Et c'est Sony, Warner Bros et Universal qui sont en guerre pour reprendre les droits du film, de ce film de vampire. C'est un film qui aurait un budget autour de 90 millions de dollars. Ouais, bah le duo il marche bien. En général, ils s'aiment bien, donc ouais, pourquoi pas. Oui, bah Michael B. Jordan était dans Black Panther aussi, hein, donc. Dans les deux d'ailleurs, je suis en train de penser. Moi je suis curieux, ouais, j'attends de voir. Ryan Coogler, il est pas. Puis c'est bien qu'il sorte un peu de Marvel aussi et qu'il fasse autre chose, quoi. Donc voilà, je suis curieux. Ensuite du côté de Warner, petite info, on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais le film 28 années plus tard serait en train d'être acquis par Warner Bros. En tout cas, c'est ceux qui sont les plus à même d'acquérir les droits pour développer le film, parce que je pense qu'il y a d'autres studios qui sont dessus. Mais voilà, c'était la petite info dessus, on en a déjà parlé la semaine dernière, on va pas s'éterniser dessus. Oui. Mais du coup, Warner Bros pourrait encore choper une licence potentielle, parce qu'ils veulent faire une trilogie encore. Donc voilà, ils pourraient rechoper un truc. Là, ils ont des gros trucs dans les cartons Warner qui arriveront dans les prochaines années. Ouais, Warner, il commence à se mettre bien là, on va voir. Mais justement, il y a un film là qui pourrait faire un carton, hein, parce qu'on sait que les films adaptés de jeux vidéo en ce moment, ça marche bien. Et donc là, il y a le tournage qui a commencé du film en live action Minecraft, qui a au casting Jason Momoa, Jack Black, Daniel Brooks, Emma Myers, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon et Jermaine Clément. Film qui sort l'année prochaine, le 4 avril 2025. C'est ça, on avait déjà parlé de ce film, on verra quel ton il aura et quelle gueule il aura au moment de la bande. J'arrive pas à m'imaginer ce film. Pareil. Parce que Minecraft, c'est des trucs carrés moches. Est-ce que Jason Momoa va être un truc carré moche ? Je pense pas. Après, ils peuvent assumer le truc, je sais pas du tout. C'est très étonnant. Et voilà, mais en tout cas, ça y est, ça a commencé, ça arrive l'année prochaine. Ensuite, on a le film Mortal Kombat 2, donc encore une adaptation de jeu vidéo qui a fini d'être tournée, et on aurait des nouvelles d'un nouveau casting. Donc je vais te laisser les énumérer parce que je les connais pas du tout, moi, ces persos, à part mais toi t'es plus à même de connaître les persos que moi, je pense. Ouais, alors il y a Tati Gabriel qui va jouer le rôle de Jade, Adeline Rudolph qui joue Kitana, Martin Ford qui joue Shao Kahn, Karl Urban qui joue Johnny Cage, Damon Herriman qui joue Quan Chi et Desmond Chiam qui joue King Gerard. En vrai, je connais pratiquement pas les acteurs, à part un, c'est Karl Urban, voilà. Et en vrai, oui, il y a aussi Anna, j'en ai oublié un. Il y a
Nguyen qui jouera Sindel, Queen Sindel, la reine Sindel. Donc voilà, mais je connais pas non plus cette actrice. Donc c'est le seul là que je connais, c'est Karl Urban qui va jouer le rôle de Johnny Cage. Et je suis quand même très curieux de le voir en Johnny Cage parce que Johnny Cage est un perso un peu rigolo, qui est une star de cinéma et qui est très drôle dans les jeux vidéo. Donc je suis très curieux de voir ça. Bah ouais, enfin moi je connais pas trop. Enfin, je connais vite fait le jeu, voilà, je connais Johnny Cage. Moi je suis pas hypé du tout, mais je m'en fous un peu, mais là peut-être si c'est sympa, j'irai peut-être le voir. T'as bien aimé le premier? J'ai pas vu le premier. Ah d'accord. Enfin, sauf si tu parles de ceux de Paul W.S. Anderson. Non, j'ai pas envie d'en parler. Parce que là c'est le 2, c'est la suite de celui fait par Warner qui est sorti en simultané HBO Max ciné à l'époque. Voilà. Du côté de Harry Potter, et oui, l'infâme Harry Potter. Alors la série qui est en développement actuellement à Max, on a déjà des pitchs qui ont été donnés pour écrire la série. Donc on a Martha Illier, Kathleen Jordan, Tom Moran et Michael Leslie qui sont des scénaristes qui ont pitché des idées pour la série HBO Max, pardon, plus HBO, Harry Potter. Et voilà, donc on rappelle, hein, ça voudrait adapter une saison, un film, je pense Ils sont un livre plutôt. Une saison, pardon, un livre. Moi, je suis matrixé par les films. Du coup, ouais. Moi, j'avais déjà parlé que c'était une mauvaise idée, mais il y a une nouvelle mauvaise idée qui s'ajoute, c'est qu'ils voudraient faire plusieurs shows sur Harry Potter, enfin sur l'univers plutôt d'Harry Potter. En fait, moi de base, j'aurais voulu voir autre chose que les livres transposés, voir une autre partie de l'univers Harry Potter. Encore, ça pourrait être intéressant. Donc ça, potentiellement, mais il faut voir les séries qui vont nous promettre, parce que si c'est la série sur les Weasley ou je sais pas quoi, t'as peut-être pas envie de ouais, voilà, tu vois, t'as peut-être pas envie de la voir, quoi, franchement. Hermione c'est Ron Weasley, ouais. Et dernière info sur Harry Potter, J.K. Rowling, bon bah ça c'est pas une surprise en vrai, serait du coup une productrice exécutrice, je pense, pour la série. Exécutive, je crois. Exécutive, oui, exécutrice, c'est très bizarre. Exécutive pour la série Harry Potter, parce que je pense que de toute façon elle a les droits sur la série, sur toutes les bouquins, donc je pense qu'ils peuvent rien faire sans elle dans tous les cas, quoi. Ouais, il faut qu'elle donne les droits, faut qu'elle valide, quoi. Oui, effectivement. Bon, en tout cas, ça veut dire que ça avance, donc ça va arriver. Voilà, c'est bien. Après, ils l'ont annoncé tôt, la série, parce que c'est quand ils ont changé le nom de HBO Max à Max. Voilà, ils ont fait regardez, notre plateforme elle change et maintenant il y a une série Harry Potter qui arrive. C'était pour faire un coup de com', quoi. Donc bon, c'est encore en développement très tôt. Le développement, ils l'ont annoncé un peu tôt, quoi. Mais ça arrive. En tout cas, ça va pas tarder. Et ouais, faire d'autres shows, ça aurait été en fait l'idée de base qu'il aurait fallu avoir plutôt, faire comme Hogwarts Legacy, le jeu vidéo par exemple. Voilà, ça peut donner des trucs. Tu te mets genre des 100 ans ou je sais pas combien de temps avant, et tu peux faire un peu ce que tu veux, quoi. Tu peux créer des personnages, tout ça. Là, bon, refaire ce qu'on a déjà vu en film, est-ce que ça va être intéressant? Je suis pas sûr. Je suis bien d'accord. On a eu des nouvelles des enfants de Christopher Reeves, voilà, par rapport à un certain film qui s'appelle The Flash, qui est sorti l'année dernière, qui était dans notre flop. Je connais pas. Écoutez notre podcast sur les flops de 2023. T'as vu, moi aussi, je sais placer des trucs. Et bien, écoutez, les enfants de Christopher Reeves, voilà, n'ont jamais été impliqués dans le fameux caméo en CGI de Christopher Reeves, caméo dégueulasse, hein, et voilà, ils sont pas au courant, ils étaient pas au courant, personne ne leur a prévenu, donc voilà, c'est bien dégueulasse, quoi. Mais sur l'éthique et tout, c'est pas fou. Ouais, ça rajoute juste à la dégueulasserie de l'entreprise, de toute cette entreprise, quoi. Bon, c'est complètement déplorable, c'est ridicule, et c'est en plus ils jouent avec, ils utilisent des morts pour faire des films, c'est complètement horrible, quoi. C'est cynique et horrible. Ouais, c'est un délire, hein. On s'en est toujours pas remis, hein, de ce fameux caméo. Oh si c'était le seul. C'était le seul. Nicolas Cage aussi a parlé, j'ai vu, mais j'ai pas vu, je crois qu'il savait pas trop aussi. Il a accepté, hein, d'être dans le film, hein. Il a même posé pour des trucs CGI et tout, mais. Oui, mais il savait pas qu'il se battait contre une araignée, je crois. Non, de toute façon, vu que ils font ce qu'ils ont juste pris son image, hein, pour faire le jeu. Oui, c'est ça. Mais c'est tout, quoi. Enfin bref. Du coup, on a aussi eu des infos sur Zack Snyder, mais Zack Snyder par rapport au DCEU. Apparemment, Warner et DC, ils ont rejeté les idées de Zack Snyder.
Parce qu'on a eu on a eu un rapport qui a parlé des idées de Zack Snyder. Je crois que ça date de quelques mois, certains trucs, mais qu'il jugeait que c'était super effrayante comme idée, hein, c'est pas moi, hein, je quote. Hein. Alors Bruce Wayne devait avoir un enfant avec Lois Lane. Donc Lois Lane, hein, celle qui sort avec Superman, pour ceux qui savent, qui suivent pas, mais que Batman était supposé mourir dans la suite et que l'enfant était élevé par Lois et Superman. C'est des idées un peu effrayantes, et effectivement, elle est un peu effrayante, cette idée. Oui, moi, elle me fait bien peur, oui. Et on a une autre idée qui a été quote, c'est que Wonder Woman brandisse les têtes décapitées de ses ennemis vaincus, donc il n'a pas plu au studio. Bon, ça, je m'en fous. Mais il y a une photo, en fait, hein. Il y a une photo oui, avec Wonder Woman qui a des têtes coupées. Après, oui, ça fait pas très genre côté justicière, libératrice des peuples, tu vois. Mais ça encore, ça me dérange un peu moins. Je vois bien Snyder faire ça, mais ah oui, alors, Snyder. L'autre info, un peu, elle est vraiment chelou. Ouais, je sais pas. En plus, il avait dit des trucs là quand il avait fait où il avait représenté les films du Snyderverse, la trilogie, tout ça, avec des fans. Il avait dit que Wonder Woman c'était une kryptonienne et tout. Il était parti dans un délire. Je dis bon, c'est bien que tu sois parti, Zach. Fais tes trucs. Voilà. Si c'est pour faire n'importe quoi, c'est pas la peine. Donc bon. M'énerve, toi. Bah, en vrai, moi, à part l'idée de Batman et de l'enfant avec Lois Lane, en fait, je sais pas ce que ça aurait donné, tu vois. Genre, c'est des idées qui balancent comme ça, et en vrai, hors contexte, ça paraît un peu bizarre, mais ça se trouve dans un contexte précis, ça marcherait mieux, mais bon, de toute façon, on le sera jamais, c'est très bien. Non, ça va jamais, de toute façon, voilà, il a plus de lien avec DC, et il a dit lui-même, hein, que c'est fini avec DC, tout ça, donc voilà. On aura, voilà, c'est des choses qui ont été dites en interne, mais voilà. On reste chez DC, en fait, on a James Gunn qui nous a dit, donc sur le réseau social Thread, là, où il aime bien répondre aux gens, qu'il lui reste que le final à écrire de la saison 2 de Peacemaker. Donc Peacemaker saison 2 pourrait peut-être arriver plus vite qu'on ne le pense, hein, parce qu'il reste plus grand chose à faire. Ouais, mais s'il lui reste la fin d'écrire et que après il doit tourner, le temps de réunir l'équipe et tout, je pense que ça sortira pas cette année. Ah non, ça sortira pas cette année, mais ça pourrait sortir l'année prochaine, quoi. Oui, je pense que ça sortira même l'année prochaine, hein. Donc voilà. Ouais, mais moi je m'y attendais pas, tu vois, parce qu'il a annoncé des séries pour le DCU et... il y a Waller aussi, qui est apparemment pas trop loin, donc on verra. Je pense que de toute façon, vers le Comic-Con, tout ça, il annoncera peut-être des dates de sortie de tous ces projets-là, hein, je pense. Je pense que là, oui, qu'à la Comic-Con, on va avoir pas mal de trucs à dire. On va remplir pas mal de conducteurs, je pense. Et James Gunn a aussi confirmé que Henry Braham, donc qui est, je pense, son ami, et chef-op, du coup, va être le chef-op de Superman Legacy. Donc c'était le chef-op de ces derniers films, en tout cas, de super-héros. Donc c'est pas étonnant qu'ils le reprennent pour Superman Legacy, voilà. Je pense qu'il s'entend bien avec, et voilà, hein, c'est dans la continuité de ce qu'il veut faire. Après, j'ai vu qu'il s'est pris un peu à backlash parce que voilà, il était sur la photo de The Flash, donc il y en a qui se disent ouais, ils ont tout de suite râlé, mais bon, il a fait aussi les Gardiens de la Galaxie volume 3 qui est super, quoi. Donc oui, non, mais de toute façon, le chef-op, s'il est mal dirigé dans The Flash, voilà, il va faire de la merde. Mais bon, après, si avec James Gunn dans The Suicide Squad, c'était très bien. C'était super, ouais. Et donc je pense que voilà, il sait avec qui travailler. Voilà, moi j'ai pas de problème avec qui travaille avec les gens qu'il aime bien et avec qui il travaille bien. Moi je trouve c'est un peu ridicule ces trucs là. Ouais, je suis d'accord. Bon, après c'est beaucoup de gens qui sont pas contents que Gunn a repris le bébé, quoi, et qui cherchent un peu à tailler, quoi. Mais ouais. Il y a un truc, voilà, qui nous a annoncé aussi qui est très surprenant, c'est qu'il a dit que le film le Superman, alors qui va produit par J.J. Abrams, qui avait été annoncé, hein, et qui est écrit par Tennessee Coast, je crois que c'est Tennessee Coast, sur le Superman noir, donc le fameux film avec le Superman noir. Et ben le projet, il est toujours en développement. Donc si ça se fait, je pense que ce sera un Elseworld, hein. Ce sera pas dans le DCU. Oui, je pense que ça va être dans son côté. Après, ça fait tellement d'années que le truc est en projet. S'il est peut-être encore en développement, mais bon, il y a tellement peu d'infos, tellement peu de trucs que bon. Écoute, d'accord, mais... Je crois que c'était annoncé il y a 3 ou 4 ans et qu'on n'a jamais eu d'update vraiment de mise à jour. Bon, après, je crois que lui, là, chaque fois, J.J. Abrams, il y a plein de projets qui se font pas, donc à voir. Je suis pas hypé ou pas hypé, juste, si ça se fait, mais... Ouais. Ça serait peut-être temps d'avoir des infos. En tout cas, ils ont un label pour le faire, s'ils veulent faire un truc comme ça, c'est possible, quoi.
Après, lui, il a toujours dit, James Gunn, qui fermait pas la porte à des Elseworlds ou des trucs, que chacun fasse son univers. Voilà, peut-être que si un réalisateur veut faire un truc avec l'univers de DC, bah, au moins il a un truc pour proposer. Il le met dans les Swords et voilà, lui il fait son univers, James Gunn de son côté. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, c'est ça la direction qu'ils veulent prendre, quoi. Ouais, effectivement. Ensuite, on a une petite info marrante. Jesse Eisenberg s'est exprimé du coup sur Nicholas Hoult qui va interpréter Lex Luthor. Il était questionné sur quel conseil il devrait lui donner et il a dit ne me regarde pas. Je sais pas ce que ça veut, s'il aime peut-être pas sa performance. Bah après Jesse Eisenberg, je sais qu'il avait déjà dit, c'était pour The Village, je crois qu'il s'est jamais regardé. Je crois qu'il aime pas se regarder dans les films. Hein. Je sais, mais après il dit à quelqu'un d'autre de pas se le regarder. Oui. Après c'est peut-être aussi pour pas qu'il s'inspire de son truc, mais bon de toute façon je pense que son Lex Luthor est assez singulier quand même dans son interprétation. Il est très spécial, hein, moi j'ai du mal. Hein, ouais. Donc je pense pas qu'il va être pareil du tout Nicolas Hoult dans le personnage, quoi. Mais bon. Non. Bah, j'espère qu'il sera un peu plus, comme on l'a dans les dessins animés ou dans les comics, très sérieux, très droit, pas un peu foufou comme on a eu avec Jesse Eisenberg ou même. Ding 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 ding. Ouais. Et même Kevin Spacey, il a un côté un peu clown parce qu'il reprend le Lex Luthor de Jan Ackman qui est aussi un peu foufou. Donc voilà, moi j'aimerais bien avoir une vision plus froide en fait du personnage, un peu plus calculateur on dira. Alors on va passer chez Disney. Alors là c'est Disney et la BBC, donc c'est une série anglaise, c'est Doctor Who. On a appris que Millie Gibson, donc qui joue la compagnon du Docteur, va déjà quitter la série après une saison, donc ça a un peu fait, on a tous été un peu surpris. Voilà, ceux qui suivent la série comme moi, parce que généralement un compagnon ça dure plusieurs saisons et là la saison n'a pas encore commencé à être diffusée quand on nous annonce un média qui nous annonce, eux n'ont jamais dit officiellement, mais que voilà après une saison elle reviendra pas, Millie Gibson, elle sera remplacée par Varada Setu, voilà, qui sera la nouvelle compagnon du Docteur et c'est étonnant quoi, je sais pas ce qui s'est passé en niveau prod, mais bon, il y a peut-être eu des soucis, quoi. Après, peut-être qu'elle veut aller vers d'autres choses. Je pense que c'est plus l'actrice qui veut, qui veut peut-être partir. Ouais, et ça m'étonnerait quand même. Elle est pas très connue. Ouais, je sais pas. Parce qu'après, il y a déjà eu des soucis. Je dis ça parce qu'il y a déjà eu des soucis, en fait, sur la saison 1 en 2005, avec Christopher Eccleston, qui n'a jamais voulu revenir en tant que docteur dans la série, même quand ils font des épisodes anniversaires, tout ça, il veut plus travailler avec Russell T Davies, qui est le showrunner qui est revenu là, et qui était le showrunner des 4 premières saisons. Ah, peut-être ça se passe mal avec, hein. Ouais, il y aurait peut-être des soucis avec ce mec, je sais pas, c'est très étonnant. Ensuite, du côté de chez Star Wars, on a une petite info, c'est une rumeur de notre ami Jeff Snyder, qui, selon lui, le film Mandalorian et Grogu, donc le film qui n'est pas la saison 4, mais un film qui fait suite à la saison 4, potentiellement, de Mandalorian, sortirait en mai 2026, et que le film sur l'Ordre Jedi doré sortirait en décembre 2026, et il spécule, donc là c'est encore plus à prendre avec des pincettes, c'est que le film de James Mangold sur l'Aube des Jedi pourrait sortir en décembre 2027, donc un an après celui de Rey, et que le film Conclusion de Dave Filoni sur tout le monde ouvert sortirait lui l'année encore d'après en 2028. Donc ça ferait au moins Star Wars par an. Mais j'ai une petite théorie, moi, c'est que le film Mandalorian et Grogu, c'est un film Disney+. Je pense pas qu'il va sortir en salle, en fait. Je pariais là-dessus, moi. Ah non, moi je pense pas. Je pense qu'il va sortir au cinéma. Moi je suis convaincu qu'il va sortir au cinéma, tu vois. Je crois pas du tout. Bah, dans 2 ans. Non, je dis ça parce que ils vont pas reprendre avec 2 Star Wars direct. Ils avaient déjà été critiqués par rapport à ça, mais bon, après ils font ce qu'ils veulent. Mais je sais pas, je me dis si ça fait suite à une saison, ils le sortiront directement. Ouais, je sais pas, genre comme un épisode. On n'est pas sûr ça, on n'est pas sûr, on sait toujours. Non, c'est vrai qu'on sait pas, mais je vois pas du tout le truc sortir au ciné. Je sais pas. Même la date de sortie et tout, je sais pas. Printemps 2026, si ça m'étonnerait pas. Hein. Marvel aime bien faire ça, hein, donc. Non, mais genre les grosses sorties, les sortent, tu sais, fin d'année là, sur tous les Star Wars, quasiment, sauf Solo. Tiens, bizarre. Solo sortent printemps, je crois. Je crois que la même date, donc attention. mais après bon, peut-être il coûte moins cher et tout, mais je sais pas. Moi, je pense que c'est un truc qui marcherait bien en Disney+, et que le sortir au ciné, c'est peut-être se mettre une balle
une balle dans le pied. Bah, il paraît que c'est un test. En tout cas, de ce qui se disait, ce serait un test pour voir si ça marche au cinéma, justement. Oui, au Donc, pire, oui, peut-être, ils testent peut-être juste. Comme tu dis, je pense que c'est pas un film qui va avoir le plus gros budget des films Star Wars et que peut-être, enfin, on verra, mais peut-être que ce sera un film avec un budget moindre que le film a créé, par exemple, et ça va être un test, quoi. Mais en fait, ça fait que, ouais, pour moi, en fait, je pense que Jay Snyder je dirais qu'il aurait raison. Enfin, moi, je dirais pareil, passe sur les films en décembre, parce que, en fait, ça remplit le trou entre Avatar 3 et Avatar 4, en fait. Parce qu'Avatar 3 sort décembre 2025, et ensuite, ça te fait un film Star Wars chaque décembre jusqu'au Avatar 4. Voilà. Ce qui serait pas déconnant, quoi. Qui arrive en 2029, hein, Avatar 4. Ok. Et ben, on va du côté de Marvel, c'est ça? Ouais, alors là, il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur Echo et Daredevil. Alors, déjà, ce qui s'est passé, voilà, Echo, on a fait une petite critique, hein, allez écouter notre podcast, et on va dire ça sur chaque... Donc, Echo, étonnamment, ça a fait monter les audiences de la saison 1 de Daredevil et la saison 2, la saison 1 du Punisher et Hawkeye. Voilà. Parce que la série, elle a fait un lancement pas dégueu, en fait. Et alors ça c'est encore à prouver, hein, pour le coup. Hein. Bah, après, il disait ça, hein, dans l'article. Je sais pas, parce que en fait. Je parle du lancement, hein, je parle pas de voilà. Non, mais même le lancement, en fait, on n'a pas de chiffres et on peut pas comparer avec d'autres trucs. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que oui, évidemment que ça a fait augmenter Daredevil et Punisher et tout ça, parce que bah en même temps que le lancement, ces séries sont devenues canon dans le MCU, ils l'ont annoncé. Donc ça a augmenté, et en plus, par exemple Hawkeye, je pense que les gens avant de voir Echo, ceux qui n'ont pas vu Hawkeye, ils ont regardé peut-être Hawkeye avant de voir la série, tu vois. Oui, alors quand tu vois l'épisode 1 d'Echo, t'as peut-être envie de voir Hawkeye aussi. Oui, ou ce genre de truc, tu vois. Ouais. Donc ça m'étonne pas du tout que ces séries-là, en tout cas, ont eu un boost de visionnage. Oui, moi non plus, ça m'étonne pas, ça c'est clair. Mais aussi parce que là, sur les réseaux sociaux, ça a parlé beaucoup de Daredevil, quand Echo est arrivé. Donc ouais, ça m'étonne pas non plus. Ouais, il y avait plein de nouvelles infos et tout en plus, donc ouais. Donc et avant que la série Daredevil sorte, peut-être que la série de base des 3 premières saisons vont être boostées aussi. Oui, c'est fort possible. Donc Marvel aussi s'intéresse maintenant, veut faire plus avec le personnage de Maya Lopez, donc Echo, et ils vont développer des nouvelles idées pour le personnage. Après, je sais pas, est-ce qu'ils vont le mettre dans une équipe ou quoi, je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec, mais ça m'étonnerait une saison 2 d'Echo, j'y crois pas du tout. Oh, moi aussi, j'y crois pas 2 secondes. Mais peut-être qu'elle apparaîtra dans Daredevil ou dans des trucs comme ça. Ouais, je pense qu'on la verra au moins dans Daredevil déjà, Born Again, quoi. Et en parlant de Daredevil, oui. On a eu des infos. Wilson Bethel, du coup l'acteur qui jouait Bullseye dans la saison 3 de Daredevil, va reprendre son rôle pour apparemment apparaître dans 3 épisodes de Daredevil Born Again, comme Karen et Foggy, non Karen en tout cas, qui devrait elle aussi apparaître dans 3 épisodes. Et Foggy, c'est Foggy Nelson, du coup l'associé de Matt Murdock. On ne sait pas exactement combien d'épisodes il va apparaître lui. Et dernière info du coup sur Daredevil Born Again, la série devrait ne plus avoir 18 épisodes comme prévu à la base, mais plus se rapprocher des 13 épisodes comme c'était à l'époque. En tout cas, on sait pas combien d'épisodes va durer, mais ça devrait se rapprocher plus du format 13 épisodes. Oui, ce sera du 10 ou du 13 ou du 12, je sais pas, mais ce sera vers là, je pense. C'est ça. Entre 10 et 13, quoi. Ouais, en fait, moi, quand plus je lis les news, plus je me dis, en fait, ils sont en train de faire Daredevil saison 4, quoi. C'est la nouvelle, là, c'est clairement la trajectoire qu'ils veulent faire. Oui, voilà, parce qu'il y a John Bernthal aussi qui est de retour. C'est clairement le fait que Bullseye revienne. Voilà, il y avait un teasing du retour de Bullseye à la fin de la saison 3. Donc, c'est vraiment une saison 4, qui se passe 10 ans après, mais c'est une saison 4, quoi. Qui est clairement, depuis les réécritures, ils ont tout canonisé, ils sont là en train de faire une vraie suite, quoi. Ensuite, une petite news sur Spider-Man 4. Spider-Man 4, il va avoir dans le film un méchant qui n'a encore jamais été adapté en live action. Donc voilà, il faut qu'on prenne les paris. Al, tu paries sur qui? Alors là, aucune idée. Je sais pas, je pense qu'ils vont aller chercher des méchants.
peut-être plus street level, peut-être un peu moins puissant, peut-être un groupe de méchants, peut-être dirigé par Wilson Fisk, j'en sais rien. Mais je ne sais pas du tout, parce que les plus connus, en tout cas, même en comics, ils ont déjà été adaptés. Donc je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Bah, pour moi, ça pourrait être Tombstone, soit Hammerhead, soit Mister Négative. Les méchants un peu... Mister Négative aussi. Ouais, méchants un peu street, tu vois, qui pourraient être dans le film. Ouais, mais je pense qu'il y en aura plusieurs. Je pense, après Black Cat aussi. Black Cat potentiellement serait là. Mais après Black Cat, c'est pas vraiment méchante. Bon, après elle peut commencer comme méchante et après pas être trop méchant. Bref. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, moi j'aimerais bien Black Cat, moi, voilà. D'accord, bah, on verra, peut-être on va la lancer un jour. Et... Non, mais parce que ça ferait une autre dynamique que, hop, il y a un méchant à tabasser, tu vois. Ouais, aussi, ouais. Surtout qu'elle a été prévue à l'époque d'Amazing, hein. Il y a un petit teasing. Felicity Jones, parce qu'elle était Felicia. Bah, ça aurait été un bon casting, en plus, je trouve. Felicity Jones, elle est cool, je trouve, moi. Ouais, j'aime bien. Mais heureusement, on n'a pas eu cette version-là. Un jour, t'as pas envie de la voir, je crois. En parlant de super-héroïne, on va parler de Madame Web, qui est mon film le plus attendu de l'année. Je plaisante. Bah, merci. D'accord. Donc c'est S.J. Clarkson, donc la réalisatrice de Madame Web. Donc elle a révélé que le film se déroule en 2003 et qu'il est dans son propre univers. Voilà, elle dit, elle est définitivement dans un monde indépendant. J'ai pu avoir les mains libres et laisser le film être ce qu'il devait être au lieu d'essayer de le forcer à devenir quelque chose d'autre. Donc il n'est pas lié au Amazing Spider-Man, au Spider-Man de MCU ou quoi que ce soit, quoi. De toute façon, tout l'univers de son univers, on sait pas avec quoi il est vraiment relié, de toute façon. Oui. Donc on comprend pas. Mais ouais, ok, il est dans son truc indépendant, très bien. Le film m'a l'air toujours nul. Donc je crois pas que c'est pas ça le problème, mais écoute, au moins c'est dans son propre truc et ça fera chier aucun autre univers. Voilà. Mais en même temps, je sais pas si les gens fans de fanservice ou quoi, ils vont être servis non plus. Hein. Ouais, je suis pas sûr non plus. Et d'après les rumeurs, il y a pas de post-générique, donc il y aura pas de teasing de quelque chose d'autre ou quoi. Morbius, il dit quand même je suis Venom à un moment. Oui, mais voilà. Enfin, tu vois ce que je veux dire. En plus, c'est en 2003, donc bon, si ça se passe en 2003, il y a très peu de chances qu'il y ait des références au Venomverse, quoi. Ouais, mais par contre, il y aurait quand même le personnage de l'oncle Ben, je crois, dans le film. Bah, d'après les rumeurs. Oui, mais c'est un oncle Ben, mais bon. Ouais. Tu vois, ça veut rien dire, quoi. Si c'est pas ceux des Spider-Man, bah, ok, bah, c'est un oncle Ben, quoi. Bon, après, c'est pas plus mal, hein, que ce soit pas ceux de Sam Raimi ou je sais pas quoi. Hein. Oui, il vaut mieux que ça soit dans son coin et que ça l'appe rien du tout, quoi. Mais sinon, dernière info de la journée, Marvel, Deadpool 3 a fini d'être tourné, du coup, il sort le 26 juillet, donc ça, il doit être content, je pense. Ouais, bah voilà, oui, je suis content, oui, c'est bon. Ils ont réussi à finir à temps. Ça va pas être décalé, donc voilà, le 26 juillet, on aura notre Deadpool 3. Sûrement un teaser qui va pas tarder dans 2-3 semaines, je pense. Donc voilà, quoi, j'ai hâte de voir les premiers visuels et cool que ce soit terminé, quoi. J'ai vu que Jackman s'est rasé la barbe, voilà. Nice tout ça. Bon, on passe à la chronique box-office. Ouais. On va parler des meilleurs distributeurs de l'année 2023 parce qu'un rapport est sorti et donc on a le top des distributeurs en France, du coup métropolitaine. Du coup le distributeur avec le plus d'entrées cette année c'est Disney en France. C'est toujours Disney, ouais. Parce que les films Disney ils ont bien marché en France, même si Elemental, Indiana Jones, Les Gardiens. Même Wish, il a pas trop été, il a fait le million d'entrées, je crois, hein, Wish. Hein. Il a fait plus de 2 millions, je crois. Hein. Même plus de 2 millions. Même Indiana Jones qui a été boudé dans le monde, chez nous, il a plutôt bien marché. Ouais. Donc ouais, et je crois que j'ai oublié un film, je pense qui a bien marché chez nous, mais je sais plus lequel. Mais en tout cas, Disney, ça marche bien en France toujours. Elemental, je l'ai dit, je sais plus si. Oui, tu l'as dit, oui. Donc ouais, voilà, c'est le plus gros distributeur en termes d'entrée en France. En même temps, Disney triche un peu parce qu'il y a quand même Avatar 2 qui est dedans, hein, parce qu'il était en début d'année. Donc, les petits cachotiers. Eh oui. Mais ça reste quand même le premier. Voilà. En deuxième, on a Universal, avec 23 millions d'entrées. Universal, c'était Oppenheimer. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a même les Mario. Mario, oui. En fait, ils ont les plus gros films de l'année, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. C'est oui. Parce qu'il y a Migration aussi, mais ça a moins fait Migration.
Parce que Mario, c'est le plus gros film, je crois, en France, hein, il me semble. Hein. Il me semble que Mario, oui, il est premier. Ouais, il est je premier. crois qu'il a fait genre 7-8 millions d'entrées, un truc comme ça, donc ouais, ça les a bien carrés jusque-là, quoi. Et après Oppenheimer et tout, voilà, c'est la fête, quoi. Ouais, complètement. Après Fast X aussi, je pense que ça a pas mal fonctionné, parce que c'est Universal aussi. Oui, donc, oui, bon, après... Voilà. Ensuite, on a Warner, alors les poteaux Warner, qui ont augmenté de 34% par rapport à l'année dernière, avec 19 millions d'entrées, donc je pense que merci Barbie, en grande partie. Merci Barbie, parce que et Aquaman a plutôt bien marché aussi, il faut le dire. C'est vrai. Mais les autres films d'ici, c'était pas la folie cette année. Non. Et ouais, bah, je pense que Barbie a beaucoup carré cette année pour Warner. Ouais, complètement. Je sais plus trop ce qu'il y a eu d'autre, mais ouais, c'est vraiment le truc qu'on retient, je pense, c'est Barbie. Ensuite, il y a eu Pathé, hein, qui a fait... alors eux, ils ont fait un plus 82%. Donc c'est quand même assez énorme, et c'est surtout... Alors, il y a eu Astérix, et les 2 films Mousquetaires, qui ont fait beaucoup d'entrées. Hein, donc, ouais, mais après, ils ont dépensé tellement que... Ouais, c'est vrai aussi. À la 5e place, on retrouve Paramount, qui est plutôt stable par rapport à l'année précédente. Qu'est-ce qu'ils ont sorti, Paramount cette année? Ils ont Mission Impossible. Mission Impossible, ouais. Mm-hmm. Et Transformers. Et Scream, je crois que c'est eux. Scream, ça doit être eux, ouais. Ouais, donc Oui, ouais, bon, ouais. Après, voilà, ils sont pas une grosse année, mais de toute façon, le studio Paramount, ils ont rarement des gros trucs non plus, quoi. C'est pas, ils ont fait la moins fête. 1% quand même. Ils ont descendu un peu. Ça va. Oui, de pas beaucoup. Ils ont fait à peu près la même année que l'année dernière, quoi. Enfin, ils ont fait la même... Ouais, 2023-2022, c'est à peu près similaire. Ensuite, on va passer au top 5 box-office US de la semaine. Donc, voilà. Alors, le premier film, c'est Mean Girls, Lolita malgré moi. Donc, pour sa 2e semaine, il a fait 11 millions de dollars. C'est un drop de moins 59%. Et ça lui fait... En tout, il a un box-office de 50 millions de dollars. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Dans le monde, il a rapporté 66 millions de dollars. Pour un budget de 36 millions. Donc, il arrive presque à la moitié de son budget. Donc, et c'est Paramount, hein, en plus, hein, qui distribue, on en parlait. C'est pas un succès de fou. C'est un peu furieux, mais bon, il va peut-être se rembourser au final, mais ça va pas être le gros succès que c'est prévu, quoi. Non. Après, si se rembourse, c'est déjà bien. Mais bon, vas-y. Ensuite, on a The Beekeeper avec Monsieur Whistle, Monsieur Josh Hutcherson, qui rapporte 8,6 millions de dollars aux États-Unis. Donc c'est une baisse de 48%, donc c'est pas une si grosse baisse que ça, pour un total de 31 millions de dollars sur le sol américain. Du coup, et on n'a pas trop d'infos sur le budget du film. Oui, on n'avait pas trouvé, oui, effectivement. Mais ouais, il est pas encore sorti. Il est pas sorti en France pour le coup. Je crois pas qu'il. En France, il va sortir sur Prime Video, hein, le film. Oui, directement. Ouais. En 3e, on a Wonka, qui est encore là pour sa 6e semaine, qui a fait un box-office de 6 millions de dollars, qui a fait un drop de moins 20%, donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est une dinguerie, ce film, voilà. Il a fait donc sur le box-office US, il a fait un total de 187 millions de dollars. Il me semble qu'au mondial, il a plus de 500 millions de dollars maintenant. Hein. Il a 532 millions de dollars. Voilà. Dans le monde, et c'est un beau succès. Pour un budget de 100 millions de dollars, donc il a fait 5 fois son budget, donc voilà, c'est... Je crois que c'est plus 150, plus 120, 150 son budget, mais dans tous les cas, il est tranquille, hein, le film. Oui, c'est un énorme succès. Il l'a même fait plus que, il me semble, que le Charlie et la chocolaterie de Burton. Il a dépassé. Donc c'est une dinguerie en vrai, ce qui se passe avec ce film. Voilà, énorme succès pour Wonka. Ensuite, on retrouve le film Migration qui lui aussi s'accroche, qui a rapporté 5,4 millions de dollars sur le sol américain cette semaine. C'est un drop de seulement 12%. Donc le film se maintient encore, il est encore dans le top, pour un total de 94 millions de dollars sur le sol américain et 191 millions de dollars dans le monde. Donc voilà, c'est toujours pas un gros succès parce qu'il a coûté je crois 80 millions, il me semble, un truc comme ça. Donc, oui, il a coûté quand même un petit peu, ouais. Donc voilà, mais il se maintient bien mieux on l'avait déjà dit la semaine dernière, mais il se maintient bien mieux que ce qui était prévu à la base. Ok, ensuite, oui, en 5e, on a Tout sauf toi,
Anyone But You, donc la comédie romantique avec Sydney Sweeney et Glenn Powell. Donc pour sa 5e semaine, il fait 5,4 millions de dollars et c'est un drop de moins 24%. Et il a un box-office US de 64 millions de dollars. Je crois qu'il a dépassé les 100 millions. Hein, c'est ça, il a dépassé les 100 millions il y a pas longtemps. Il vient de sortir chez nous en France. Et je crois qu'il a coûté 25, même pas 30 millions, donc ouais, gros succès pour cette rom-com. Énorme succès, ouais. Comme quoi, ça marche encore les rom-com. Ensuite, on va passer au box-office français, puisqu'on va voir le box-office de cette semaine, donc enfin de la semaine qui est passée plutôt. Et c'est Poor Things qui est arrivé au devant de la scène pour sa première semaine, 186 568 entrées sur le sol français, donc distribué par Walt Disney Pictures en France. Ouais, c'est un démarrage assez solide, ça va. C'est pas un flop non plus, il me semble, mais c'est pas non plus le plus gros film de tous les temps. De toute façon, dans le monde, il m'a pas l'air de marcher tant que ça. Pour Things, j'ai vu, il a à peine atteint son budget de production. Je crois il a un peu plus de son budget de production en termes de recettes, donc c'est pas si fou quoi. Ensuite en deuxième on a Chasse gardée, donc les films sur la chasse avec Didier Bourdon. 5e semaine et il a fait 166 000 entrées et il cumule au total depuis le début de son exploitation 1,5 million d'entrées, donc c'est un succès, hein, c'est pas mal, hein. Ah, c'est une dinguerie, ouais. Il fait 1,5 million. Ils aiment bien ce genre de film, apparemment, en France. Donc voilà. Ensuite, on retrouve le fameux Wonka, on n'en peut plus, à la 3e place, qui fait 155 000 entrées en France pour un total de 3,4 millions. Donc ouais, énorme succès aussi en France. Wonka, il avait tout pété pour les fêtes de Noël. Voilà. Pas étonnant qu'il continue d'être dans le top. Et ensuite en 4e on a Comme un prince, voilà, qui a fait, c'est ça, bon c'est son première semaine, là, il commence là, donc il a fait 119 000 entrées et voilà, je sais pas si c'est bien ou pas, qu'est-ce que t'en dis toi? Je pense pas que ça a coûté immensément cher ce film, donc voilà, faut voir. Après je pense que pour une genre de comédie, je crois que c'est une comédie avec Amit Silla, peut-être il s'attendait à plus, il y a moyen. Après, le truc, c'est que pour ces films-là, en France, on a les budgets après, souvent. Donc ouais, à voir. Je crois que c'est Apollo Film, donc je pense pas que ce soit des gros budgets, quoi. Donc, Non, après, on n'a pas les budgets des Américains, mais voilà. Ensuite, on retrouve Aquaman and the Lost Kingdom à la 5e place, qui a fait 103 000 entrées pour un total de 1,9 million en France et qui devrait, il devrait dépasser les 2 millions. Donc, pour un film de merde. Quand même faire 2 millions. Ouais. Oui, nous, on n'a pas trop aimé ce film, mais ouais, on disait tous ça allait flopper, et en fait, il floppe un peu, mais bon, enfin, pour un blockbuster, quoi, mais c'est pas honteux, quoi. C'est pas honteux. Ensuite, on a quelques infos de prédiction de ce qui arrive. Ista, je te laisse en parler. Oui, donc on a les estimations pour le premier week-end au box-office domestique, il me semble, hein, c'est domestique, ouais. Pour Madame Web, donc le film de Sony Marvel, il commencerait entre 25 et 35 millions de dollars pour le premier week-end, l'opening week-end. Ouais. C'est pas terrible, quoi. Pas terrible, ouais, mais dans la lignée des films qui flopent de super-héros, hein, il est à peu près dans le même style. Après lui, il a coûté moins cher, donc peut-être. Je pense s'il se maintient, il peut peut-être réussir, mais je crois pas du tout qu'il va réussir à se maintenir ce film, je sais pas pourquoi. Donc à voir. Mais il commence moins bien que Morbius, hein, si on prend tous les Sony Marvel. Oui, je crois qu'il commence moins bien, mais Morbius, il a subi une chute qui est rarement vu. Donc voilà, mais après je doute que le bouche à oreille soit avec le film. Donc voilà. J'en doute aussi, ouais. Mais on verra, peut-être on va être surpris. Et enfin, on a eu des infos sur des plateformes de streaming. Donc c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on sait pas vraiment à quoi ça correspond, encore une fois. Ouais. Alors le film Rebel Moon partie 1 a fait pour sa première semaine 966 millions de minutes regardées et on sait pas trop à quoi ça peut correspondre, mais on l'a comparé à Leave the World Behind, donc le film qui était sorti de Sam Esmail 2-3 semaines avant, qui avait fait dans sa première semaine 1951 millions de minutes vues, donc
le double à peu près de Rebel Moon, et sur sa deuxième semaine il a fait 983 millions. Donc la Rebel Moon de Zack Snyder a fait moins sur sa première semaine que la deuxième semaine de Leave the World Behind. Donc ça me semble pas très fou. Mais après, voilà, c'est à prendre avec des pincettes puisqu'on comprend rien à ces chiffres-là. Enfin, c'est significatif de pas grand-chose. Donc quoi, s'ils comptent vraiment comme ça leurs stats chez eux, Rebel Moon, c'est pas vraiment un succès, quoi, hein, parce que bon, ça a coûté beaucoup plus cher que Leave the World Behind et ça. Mais après, je pense qu'en termes de gros blockbusters de fin d'année, ils s'attendaient peut-être à plus aussi. Que en tout cas Leave the World Behind, qui a moins ce côté blockbuster, même s'il l'est un peu, hein, mais il a moins ce côté blockbuster que Rebel Moon en tout cas. Bah complètement, je pense que ça tombait quand même à carton, mais bon, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Voilà, on a fini. Hein. On a fait le tour de l'actu, box-office, tout ça. Voilà, écoute, on va se retrouver la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu en dis ? Ouais, on se retrouve la semaine prochaine. On espère que vous avez aimé cet épisode. On se retrouve mardi prochain pour la critique de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme, à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles, à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, et à bientôt. À bientôt, oui. Ciao. Ciao.